Bon retour, bande de petits génies amateurs de chaos. Précédemment, dans Libérer ce prince avant qu'il n'industrialise toute la planète, Roland a inventé le tonnerre portatif, offert un bâton divin qui fait boum à un chasseur random, survécu à des assassins, menti à son propre trésor, adopté une sorcière sur le plan émotionnel, puis a promis, l'air de rien, de changer le statut social d'une espèce entière de persécutés en 3 mois. Tout ça en ayant la conscience émotionnelle d'un ave légèrement amélioré. Et maintenant, l'hiver est là, le mois des démons commence, et on va voir si les armes des dieux de Border Town et le prince propulsé à l'anxiété suffisent à empêcher tout le monde de finir en petits encas pour démons. Grimpons sur le rempart. La neige lui fouette le visage quand Roland atteint le sommet du mur de la ville. Au moment où il apparaît, les soldats se mettent au garde-à-vous comme si quelqu'un venait d'appuyer sur un bouton « Respectez votre prince ». Les arcs se redressent, les dos se tendent, et tout le monde incline la tête, l'air soudain beaucoup plus sérieux que leur fiche de paix. Roland se sent instantanément mal à l'aise. Il n'a pas grandi dans le rôle du commandant adoré par ses hommes. Il a grandi dans le rôle de pièce numéro 4 sur l'échiquier politique. Voir tous ces types baisser la tête comme s'il était un glorieux seigneur de guerre lui donne juste l'impression qu'il a raté le manuel de la dignité royale. Il jette un rapide coup d'œil autour de lui et se contente d'un signe de tête au lieu d'un grand discours. Derrière lui, Iron Axe se tient droit, le chasseur devenu instructeur, qui observe ses recrues avec un regard du genre « Si vous me faites honte devant le prince, je vous enterre dans la neige ». Le chasseur pointe le désert blanc au-delà du mur et explique, dans son style direct, qu'il n'y a pas eu beaucoup de démons depuis la première neige. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Roland ne se détend pas une seconde. Ici, calme, ça veut juste dire, le jumpscare est en train de charger. Il dit quand même à Iron Axe de rester sur ses gardes. Moins de démons, ça ne veut pas dire pas de démons. Le vent hurle sur la plaine. Pendant un instant, rien ne bouge. Puis un soldat plisse les yeux et pointe du doigt. Là-bas, il y a quelque chose qui arrive. Tous les regards se verrouillent sur une silhouette au loin. Au début, ce n'est qu'une tache sombre sur le blanc petite, à 4 pattes, qui zigzague entre les congères. Plus elle se rapproche, plus elle se précise. Une bête, qui fonce en ligne droite vers le mur. Les soldats se tendent aussitôt. Les arcs grincent, les jointures blanchissent, et une recrue nerveuse se penche vers Carter pour lâcher, affolé, « Votre Altesse, on donne l'alerte » Toute la muraille retient son souffle. Roland ne répond pas tout de suite. À la place, il regarde le soldat qui vient de parler. Ce n'est pas juste un moment tactique, c'est un examen. Il lui demande, calmement, presque d'un ton détendu, s'il pense, lui, qu'il faut la déclencher. « Tu t'es entraîné pour ça ?» lui rappelle Roland. « Depuis que tu es là, tu t'es battu, tu t'es exercé, tu as appris. Alors, ton jugement à toi, qu'est-ce qu'il dit ?» Le soldat se fige, écrasé par le poids de la confiance de son prince. Il regarde à nouveau la plaine enneigée. La bête est encore loin, seule, pas en meute, pas en train de sprinter à pleine vitesse. Son souffle blanchit l'air quand il abaisse lentement son arc. « Non, Votre Altesse. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de sonner l'alarme. » Roland acquiesce et, intérieurement, il est soulagé. Cette seconde a suffi à tout lui dire, l'entraînement paie. Ces hommes ne sont plus des villageois paniqués qui tirent des flèches sur des ombres. Ils apprennent à réfléchir. La silhouette continue d'approcher. On distingue maintenant la fourrure, une longue queue, et des mouvements qui ne collent pas tout à fait à ceux d'un animal normal. Roland plisse les yeux. « Renard muté » murmure-t-il. Iron Axe incline la tête. « On dirait plutôt un loup, Votre Altesse, mais il s'est fait posséder récemment. Il n'est pas encore complètement perdu. » Traduction en langage chasseur, c'est dangereux, mais pas au point de condamner le mur. Les soldats gardent leurs arcs à demi levés. Sans paniquer, mais sans faire confiance à la chose non plus, la bête accélère. La neige gicle derrière elle tandis qu'elle fonce droit sur le rempart, le corps penché vers l'avant, des veines noires courant sous sa peau. Elle n'hésite pas.
Elle ne tourne pas autour. Elle fonce, toujours plus vite, les yeux accrochés au créneau comme si elle pouvait déjà goûter la chair humaine. Les muscles d'Ironax se tendent. La créature s'abaisse, ses pattes se plient. Et elle saute. Pendant un battement de cœur, le monde ralentit. Carter avance d'un pas, en véritable bouclier humain, se plaçant entre Roland et la bête sans même y réfléchir. L'armure teinte, la cape se soulève, il est prêt à opposer l'acier aux crocs et aux griffes. Mais avant que le loup-démon ne puisse refermer ses mâchoires sur la gorge de qui que ce soit, une flèche fend l'air. Pas de cri dramatique. Pas de tirer. Juste un twang posé, tranquille. La flèche vient se loger dans la tête du monstre en plein vol. Le corps du loup se ramollit et retombe lourdement dans la neige, dans un bruit humide, avant de glisser le long de la pente au pied du rempart. Silence. Puis les recrues expirent tout en même temps, comme si quelqu'un venait de relâcher la pression d'une chaudière. Carter laisse échapper un long soupir de soulagement derrière son casque. Il était prêt à mourir devant son prince si nécessaire, et, finalement, Ironax a réglé l'affaire en speedrun depuis 10 mètres plus loin. Roland s'avance au bord du mur et regarde en bas. La bête gît tordue dans la neige, les yeux encore ouverts, son souffle fumant déjà disparu. Son sang, qui s'étale dans le blanc autour d'elle, a quelque chose de profondément anormal. Ce n'est pas rouge. C'est noir. Épais, huileux, presque couleur corbeau, qui s'infiltre lentement dans la neige comme de l'encre renversée. Roland fronce les sourcils. C'est clairement de la corruption démoniaque, ça, oui, mais les sorcières, elles, peuvent revenir de cet état. On peut les réveiller, les ramener du bord du gouffre. Alors pourquoi, se demande-t-il, les bêtes, elles, n'y arrivent jamais? Qu'est-ce qu'il y a chez les humains et chez les sorcières, surtout qui leur permet de remonter à la surface, alors que les animaux deviennent juste des pantins enragés? Il n'a pas encore la réponse. Toujours fixé sur le cadavre, il lâche soudain une question qui fait se figer tout le monde autour de lui, donc, si une bête démoniaque mordait quelqu'un, est-ce qu'il se transformerait en goule sans cerveau? Ironax cligne des yeux. Un des soldats blêmit à vue d'œil. Le chasseur lui jette un regard bizarre avant de répondre, sec, non. Les ghouls, ça n'existe pas. Roland expire, soulagé. Très bien. Parfait, pas de DLC Apocalypse Zombie. Ce monde a déjà assez de problèmes comme ça. Il examine à nouveau la carcasse et, avec le sérieux absolu de quelqu'un qui a survécu au capitalisme, pose la deuxième question la plus maudite de la journée, et la viande, elle est comestible? Carter manque de lâcher son épée. Il se retourne, horrifié. Votre Altesse. C'est de la chair démoniaque. Comment pouvez-vous seulement envisager d'en manger? Ironax fait une grimace comme si on venait de lui proposer de mâchouiller une semelle bouillie. Il raconte qu'il avait déjà essayé d'en donner à ses chiens de chasse. Ils sont morts sur le coup. Roland soupire, sincèrement déçu. Quel gâchis de potentiel steak démoniaque. Il hausse juste les épaules quand Carter et Ironax le fixent comme s'il avait perdu la tête. La nourriture manque, l'hiver fait rage, et chaque calorie compte. Si la viande avait été mangeable, ils auraient transformé ce cadavre infernal en menu du jour. Avant que qui que ce soit ait le temps de s'énerver davantage sur les idées culinaires du prince, un soldat surgit sur le mur, à bout de souffle. Votre Altesse, il y a un blessé grave. Roland se redresse aussitôt. Un garde, demande-t-il. Le soldat secoue la tête. Non, un ouvrier. Des mines du Nord. Le mot mine le frappe plus fort que le vent glacé. Mine du Nord. Machine à vapeur. Chaudière. Pression. Son cerveau bondit instantanément au pire scénario. Est-ce que quelque chose a mal tourné dans son précieux projet industriel? Coupe sur Nana. Elle est à l'étage du château, assise toute seule, les petites mains croisées sur les genoux, les pieds qui ne touchent même pas le sol. La pièce est chaude et calme, mais sa tête, elle, ne l'est pas. On vient de lui confier un tout nouveau rôle, soigner les gardes blessés. Sur le papier, ça sonne noble, sacré, céleste. En vrai?
Ça veut dire rester enfermé dans une pièce avec du sang, des brûlures, des cris, et la certitude que si elle se trompe, quelqu'un peut mourir. Nightingale apparaît soudain à côté d'elle, comme un bug dans la réalité. « Tu t'ennuies » demande-t-elle d'un ton tranquille. Nana sursaute tellement qu'elle manque de décoller de sa chaise. Elle se tient le cœur, les yeux écarquillés. Nightingale grimace et s'excuse. Sorcière furtive plus petite soigneuse anxieuse égale combo dangereux. Elle explique qu'Anna est encore dehors au travail et ne reviendra sans doute que plus tard, probablement encore en train de se battre avec ses tas crasseux, plaisante-t-elle, parlant de tous les chantiers que le prince lui refile. Nightingale s'affale sur une chaise et attrape la tasse de thé d'Anna par réflexe, en sirotant dedans comme une colocataire qui ne regarde jamais à qui et quel mug. Nana, elle, est visiblement au bord. Elle tortille ses doigts sur sa robe et avoue, d'une petite voix, que ce nouveau travail lui fait peur. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas aider. Elle veut soigner les gens. Elle veut utiliser son pouvoir pour faire le bien. Mais les gardes blessés, les brûlures, les plaies, la douleur, tout ça s'est imprimé dans sa mémoire. Dès qu'elle ferme les yeux, elle revoit leur visage. Elle aimerait être aussi courageuse qu'Anna, qui fonce sur les problèmes comme un boulet de canon enflammé. Avant que Nightingale ne puisse répondre, son regard se durcit un peu. Des pas. Quelqu'un arrive. Quelques instants plus tard, un soldat déboule dans la pièce, essoufflé. Nana, tu dois descendre tout de suite, il y a un homme grièvement blessé. Il a besoin de toi. Nana pâlit. Ses mains se mettent à trembler. Mais elle se lève. En bas, à l'infirmerie, l'air est saturé de panique. Un homme est étendu sur un lit de fortune, le corps enveloppé de bandages brûlés, la peau boursouflée, dévorée par le feu. Il hurle, supplie le prince qui se tient juste là d'abréger ses souffrances. L'estomac de Roland se noue. Machine à vapeur. Ça ne peut venir que des expériences mécaniques des mines du Nord. Si l'une de ces machines a explosé ou mal fonctionné, alors la douleur de cet homme est directement alimentée par les idées de Roland. Il ravale ça et remet la culpabilité à plus tard. Pour l'instant, l'homme a juste besoin d'aide. Nana arrive. Elle s'arrête sur le pas de la porte, figée. Ce qu'elle voit la dépasse tout ce qu'elle a déjà soigné. Les brûlures couvrent le corps du mineur comme un cauchemar vivant. Ses cris la transpercent. Son père est déjà là. Il pose sa grande main sur sa tête, rassurante. « N'aie pas peur », murmure-t-il. « Tu peux y arriver. » Nana déglutit. Elle prend une grande inspiration, se rappelant toutes les fois où elle a soigné des petits bobos, des égratignures, des coupures, et cette fois où elle a sauvé quelqu'un de bien plus important, le capitaine Brian. Peu à peu, ses mains arrêtent de trembler. Ses épaules se redressent. « Je suis prête », dit-elle. On ferme les rideaux autour du lit, les isolant du reste de la pièce. Dans cette petite bulle de tissu, Nana avance, lève les mains, et appelle sa magie. Une chaleur dorée coule de ses paumes, enveloppant le corps ravagé de lumière. Les cris s'apaisent peu à peu. Les brûlures reculent comme de l'encre effacée sur une page. Dehors, le prince et les autres attendent dans un silence tendu. Puis les rideaux bougent. Nana en sort, le front humide, un peu essoufflé. Derrière elle, le mineur se redresse, la police, sans blessure, l'air moins proche du cercueil et plus où je me suis juste réveillé d'une sieste compliquée. La pièce explose de stupeur. Le père de Nana le fixe, les yeux ronds, avant d'afficher un sourire si fier qu'il pourrait illuminer tout le château. Pour lui, ce n'est pas de la magie. C'est un miracle. Il avait déjà entendu des rumeurs sur son pouvoir et des chuchotements, des histoires à propos du capitaine Brian, mais le voir de ses propres yeux, c'est autre chose. Le capitaine Brian, moustache au vent, éclate de rire et raconte à tout le monde comment Nana lui a sauvé la vie, comment elle l'a récupéré alors qu'il avait déjà un pied dans l'au-delà. L'âme de Roland essaie de quitter son corps pendant une seconde.
Il se précipite pour interrompre Brienne de la façon la plus diplomatique possible en lui suggérant d'éviter de crier trop fort ce passage-là. Parce que la dernière fois que Nana a soigné Brienne, elle s'est éclipsée en douce, sans que son père ne soit au courant. Et Roland n'a vraiment pas envie de découvrir ce qui se passe quand un papa surprotecteur rencontre ma fille sorcière soigne les gens en cachette. Le mineur guéri observe ses mains, puis la pièce, abasourdi. Quelques secondes plus tôt, il était certain de mourir au point de supplier qu'on l'achève. Maintenant, il peut bouger, respirer, sentir. Il balbutie qu'il doit être en train de rêver. Roland sourit et le rassure, non, ce n'est pas un rêve. Il lui explique qu'il a survécu grâce à Nana, puis lâche la bombe, c'est une sorcière, dit-il. Et elle vient de te sauver la vie. Plus tard, dans la chambre de Roland, Nightingale est appuyée contre le mur, les bras croisés. Alors, lâche-t-elle d'un ton sec, tu veux bien m'expliquer pourquoi tu as décidé de révéler le secret de Nana aussitôt ? Retour à l'infirmerie. Le mineur se fige en entendant le mot sorcière. L'endoctrinement de l'Église est solide, des années de sermons hurlent dans sa tête, sorcière égale démon, corruption, flamme de l'enfer, danger absolu. Il recule, les yeux écarquillés, marmonnant que les sorcières sont des monstres, que Nana doit être maudite. Avant qu'il ne parte trop loin, le père de Nana abat la main. Sa patience craque. Il le fusille du regard et gronde, « Démon, ce démon vient de te tirer de la tombe. » Il pointe Nana du doigt, la voix tremblante à la fois de colère et de peur. « C'est ma fille. Elle ne t'a pas fait de mal. Elle t'a sauvé la vie alors que tu suppliais qu'on t'achève. Tu oses encore l'appeler démon ?» Les mots du mineur se brisent dans sa gorge. Quelque chose se fissure en lui, le mur bien propre de préjugés et de slogans avec lequel il voyait le monde. Il regarde ses mains, sa peau guérie, puis le père qui se place devant la petite fille comme un bouclier. Et d'un coup, les slogans bon marché de l'église lui semblent ridicules. Il tombe à genoux devant Nana si vite que le sol doit s'en plaindre. La tête inclinée, il s'excuse encore et encore, la voix tremblante, se traitant d'aveugle, d'ingrat, d'idiot. Il promet qu'il ne l'appellera plus jamais démon. Dans le présent, Nightingale resserre les bras autour d'elle. Donc, répète-t-elle, pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas garder son identité cachée plus longtemps? Roland s'étire, cherchant à chasser la fatigue qui lui colle à la peau. Parce que, dit-il, c'était le moment parfait. L'homme était au bord de la mort, puis soudain ramené. Son monde venait déjà d'exploser. Lui montrer la vérité à ce moment-là transforme la peur en gratitude. Et puis, ajoute Roland, si on compte utiliser son pouvoir pour soigner des soldats devant tout le monde pendant le mois des démons, de toute façon on ne pourra pas cacher ça longtemps. Il désigne la fenêtre, derrière laquelle la neige tombe doucement. Les types de l'église sont déjà partis pour Longsogne. Il n'y a plus personne ici pour crier les démons sur mes filles. Les routes sont bloquées par la neige, la rivière est sous mon contrôle, le port est fermé. Même s'ils entendent des rumeurs, il leur faudra des mois pour envoyer une vraie escouade de purges jusqu'ici. Il sourit et ce sourire n'est pas totalement gentil. Ça me laisse environ 3 mois pour changer la façon dont les gens voient les sorcières. Et là, le narrateur, coucou, c'est moi, se permet un aparté, c'est exactement comme ça qu'on apprivoise aussi les algorithmes, tu les exposes régulièrement à du bon contenu, tu remontes doucement leur barre d'affection, et une fois que leur jauge d'opinion de ta chaîne est remplie, boum, l'avenir devient soudain beaucoup plus lumineux. Ce qui est, évidemment, ma manière extrêmement subtile de dire, si vous êtes encore là, vous pouvez balancer un petit buff sur cette vidéo, un like, peut-être un abonnement. Nana soigne des brûlures mortelles gratuitement, la moindre des choses, c'est de soigner un peu la barre de vie de la chaîne. Bref. Vous n'avez rien entendu. Retour à la révolution. Roland se laisse tomber sur le lit pendant que Nightingale le fixe comme si elle essayait de deviner s'il cache un autre plan. Il continue. Nana a soigné ses soldats, dit-il. Pour eux, elle n'est pas une marionnette du démon. C'est un ange qui les a tirés de la tombe. Une fois que cette image sera en place, elle va se répandre.
Il voit déjà la suite, les mineurs blessés qui rentrent chez eux en murmurant qu'une petite fille aux mains miraculeuses les a sauvés. Les soldats qui, avant, crachaient en entendant le mot aux sorcières et qui, maintenant, comptent sur elles. La peur qui, doucement, se fait écraser par la gratitude. Si on continue à utiliser son pouvoir comme ça, conclut-il, d'ici le printemps, les habitants de Border Town ne verront plus les sorcières comme des monstres. Elles feront partie de leur communauté. Nightingale, toujours pas entièrement convaincu, finit par poser la question qu'elle gardait pour la fin, « Pourquoi tu fais tout ça pour les sorcières ?» Au juste. Roland ne réfléchit pas parce que c'est ma Border Town, répond-il. Et dans ma Border Town, on ne juge pas les gens à la naissance. L'origine ne compte pas. Si les gens détestent les sorcières plus que tout le monde, alors c'est justement la raison pour laquelle elles méritent un endroit où vivre en paix, ici. Il dit ça simplement, comme s'il énonçait une évidence. Nightingale a entendu des nobles mentir toute sa vie. Des promesses, des accords, des pactes, tous pourris derrière de jolies phrases. Mais ce prince-là? La couleur de ses mots, dans ses sens à elle, est claire. Il croit à ce qu'il dit. Et pour la première fois depuis longtemps, le nœud serré dans sa poitrine bouge un peu. Elle inspire. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore dit. Son regard se fait plus doux quand elle avoue qu'elle n'a pas été totalement honnête avec lui. L'association des sorcières, ses sœurs, dispersées, traquées, a passé des années à fuir. Se cacher, courir, perdre espoir morceau par morceau. Elles ne veulent pas régner. Elles ne veulent pas se venger. À ce stade, tout ce qu'elles veulent, c'est un endroit sûr. Un seul château. Une seule ville. Un lieu où vivre calmement, sans se réveiller chaque matin en se demandant si aujourd'hui sera le jour où l'église défoncera la porte. Roland l'écoute, et comprend très bien ce qu'elle suggère. Elle envisage de les amener ici. Amener toutes les sorcières à Border Town. Ses yeux brillent une seconde, il imagine déjà plus de logements, la distribution de nourriture, et quelques projets d'armes secrètes en bonus, puis Nightingale écrase son enthousiasme d'un seul avertissement. Si elles viennent, dit-elle, tu te dresseras directement contre l'église. Ce ne sera pas juste une petite dispute avec un évêque vexé. Ce sera félicitations, tu viens de déclarer la guerre à la plus grosse puissance religieuse du royaume. Roland hausse les épaules comme si elle lui parlait d'une légère hausse des impôts. Il rappelle que le siège de l'église est loin. Même s'ils apprennent la nouvelle, ils ne peuvent pas marcher sur Greycastle ou sur Border Town immédiatement. Et surtout, il n'a pas l'intention de rester un petit prince impuissant pour toujours. Il compte bien accumuler assez de pouvoir pour rivaliser avec l'église. Pas seulement dans son coin enneigé mais dans tout Greycastle. Voire au-delà. Il veut un monde où les sorcières vivent aux côtés des gens ordinaires, protégés par la loi et par les machines à vapeur plutôt que par la superstition et les torchers. Nightingale le fixe en silence. Ce type, qui était incapable de faire un discours correct devant sa milice, parle de remodeler le royaume comme s'il s'agissait de refaire la déco du salon. Elle ne répond rien. Mais la graine est plantée. La scène change. On quitte les remparts enneigés et les pièces étroites de Border Town. Loin de là, la capitale de Greycastle brille sous un ciel plus doux, plus riche. Les rues sont bondées de gens venus assister à une grande procession. Nobles en manteaux luxueux, roturiers en capes rapiécées, tous massés tandis qu'une ligne de cavaliers approche des portes de la ville. En tête chevauche un homme aux traits aiguisés et au regard grave. Gerald Wimbledon, premier prince de Greycastle. Des bannières claquent au-dessus de lui tandis que des feux d'artifice éclatent dans le ciel. Oui, de vrais feux d'artifice. Quelque part, le futur esprit d'ingénieur de Roland hurle, « Donc vous aviez cette technologie depuis le début et vous m'avez laissé réinventer les explosifs tout seul ?» Les portes s'ouvrent avec toute la pompe cérémonielle possible. Gerald entre, entouré d'élites et d'alliés de l'ombre. Il n'est pas venu admirer l'architecture. Il est venu prendre ce qu'il considère comme sien, le trône. À l'intérieur l'attendent ses complices, trois silhouettes qui s'inclinent à son approche. Il rapporte, à voix basse, qu'ils ont fait ce qui avait été demandé. Enfin, presque.
Gérald pose la question essentielle en premier, vous avez remplacé la garde royale comme je l'ai ordonné? L'un des hommes tout saute et admet qu'il y a eu un problème. Ils n'ont pas pu remplacer tout le monde. Seule la garde au plus près de la chambre du roi a été changée. Les patrouilles extérieures restent loyales à la couronne. Gérald balaie l'inquiétude d'un geste. Tant que ces hommes contrôlent l'accès à la chambre du roi, ça lui suffit. Ils n'auront pas besoin de mener une guerre dans les couloirs, tout se jouera en une seule discussion. Il continue d'avancer. Un vieil homme se présente alors, le visage grave, les yeux brillants de cette tranquillité dérangeante qu'ont les gens qui lisent les destins au petit déjeuner. L'astrologue. Il mentionne que l'étoile de destin de Gérald, l'étoile du ciel, a quitté l'équinoxe. Dans environ 4 mois, elle aura complètement quitté cet hémisphère. Il lui demande s'il se souvient de ce que ça signifie. Gérald s'en souvient. Il se revoit enfant, jouant avec ses frères et sœurs plus jeunes, en riant dans les jardins, pendant que les astrologues de son père parlaient d'étoiles, de sorts, de destin. À l'époque, ça ressemblait à un conte de fées. Aujourd'hui, ça sonne comme un conte à rebours. Il hoche la tête. Oui, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'épreuve imposée par leur père, les jeux de la fin royaux pour la couronne, arrive à son dernier acte. Et Gérald n'a pas l'intention de laisser le hasard décider. Il va prendre le trône avant que le destin ait le temps de lui jouer un tour. En approchant de l'aile privée du roi, Gérald s'arrête. Il y a une odeur dans l'air. Métallique. Chaude. Anormale. Du sang. Il fronce les sourcils et demande à l'astrologue ce qu'il s'est passé. Le vieil homme explique froidement que le roi avait fait appeler une jeune servante un peu plus tôt. Elle a remarqué le changement de garde en repartant. Il ne pouvait pas prendre le risque qu'elle parle. Alors, ils l'ont fait taire. La lèvre de Gérald se soulève. Le roi n'a pas fait venir de femmes depuis la mort de leur mère. Celui qui a organisé ça a pris un risque stupide. Mais avant qu'il n'ait le temps de s'attarder dessus, l'astrologue lui montre le couloir devant eux. Aucune patrouille. Aucun mouvement. Pas de garde en armure en train de faire sa ronde. Le silence est étrange. Pratique, n'est-ce pas, commente le vieil homme. Pour lui, c'est idéal. Pas de témoin. Pas d'interruption. Pour Gérald, c'est un rappel supplémentaire, tout le monde ici est remplaçable. Sauf celui qui s'assoit sur le trône. Il s'avance jusqu'à la porte du roi. L'odeur de sang est plus forte maintenant. Sa main se resserre sur la garde de son épée. D'abord, je lui parlerai, marmonne Gérald. Si ça échoue... Il ne finit pas sa phrase. Inutile. Il pousse la porte juste assez pour jeter un œil. Et la couleur quitte son visage. Du sang sur le sol. Du sang sur le lit. Du sang sur les vêtements du roi. Il ouvre la porte en grand et entre d'un pas furieux. Et là, dans la pénombre, se tient son frère cadet. Timothy Wimbledon. Qui se tient calmement devant le corps de leur père. Le troisième roi de Greycastle est affalé sur le lit, une dague plantée profondément dans la poitrine. Timothy lève les yeux, le regard ombragé mais stable. Il lui dit qu'il n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, mais qu'il n'y avait pas le choix. Tout comme il n'y avait pas le choix pour Gérald, qui a accouru dès qu'il a senti que la couronne risquait de lui glisser des mains. Gérald n'a même pas le temps de répliquer qu'un bruit d'armure résonne derrière lui. Il se retourne. Le couloir est plein de soldats. Pas les siens. Ceux de Timothy. Ils envahissent la pièce et cernent Gérald dans un cercle d'acier froid. Il comprend la vérité en une seconde, il a marché tout droit dans un piège. Il exige de savoir depuis combien de temps Timothy prépare ça. Son frère prend son temps. Il explique que le décret de leur père a envoyé tous ses enfants gouverner des villes différentes et les faire rivaliser était comme une immense partie d'échecs. Au début, Timothy comptait respecter les règles. Il voulait développer sa ville, accumuler du pouvoir, les dépasser dans le cadre fixé. Puis leur petite sœur a commencé à tricher. Et Gérald ? Gérald n'était pas exactement innocent non plus. Timothy souligne qu'il n'y a aucune chance que Gérald se soit précipité à la capitale sur un simple pressentiment.
On a forcément soufflé l'information à son oreille. Son regard glisse alors vers l'astrologue, qui, visiblement, a beaucoup diversifié ses investissements. Les yeux de Gérald s'écarquillent. Le vieux n'a jamais tout à fait menti. Il s'est contenté de présenter la vérité d'une façon qui poussait Gérald exactement là où Timothy le voulait. L'astrologue hausse les épaules, l'air philosophe, du style « Qu'est-ce que la trahison, au fond, si ce n'est un portefeuille bien réparti ?» Timothy continue. Il déroule le plan avec une clarté glaçante. Sa ville, Valencia, n'a pas les atouts naturels du port de Clearwater, tenu par leur sœur. Elle a les guerriers, les navires, la force militaire. Lui, il a la politique et l'ambition. S'il veut seulement espérer rivaliser avec elle, il lui faut le poids entier de Greycastle derrière lui. Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est de mettre fin au jeu de succession tout de suite. En prenant la couronne. Ce soir, Gérald tremble de rage. Il crache que Timothy était le favori de leur père, qu'il a reçu les meilleures ressources, le meilleur départ et qu'il choisit malgré tout de le tuer. Timothy ne bronche pas. Il relève simplement l'hypocrisie. Gérald aussi est venu ici prêt à tuer leur père si les négociations échouaient. Ils sont tous les deux compromis. La seule différence, c'est qui a frappé en premier. Gérald demande, les dents serrées, si Timothy l'a attiré ici juste pour s'en débarrasser. Timothy esquisse un sourire mince. Il admet qu'au départ, il n'avait pas prévu de s'occuper des deux frères et sœurs à partir de cette seule pièce. Mais puisque l'occasion s'est présentée, pourquoi la gâcher? Il incline doucement la tête. Les soldats agissent. L'un d'eux empale Gérald dans le dos, le forçant à s'agenouiller au pied du lit taché de sang. Timothy s'avance, chaque pas respirant l'autorité d'un roi bourreau. Il annonce à son frère que, désormais, l'histoire officielle sera simple, le premier prince a assassiné le roi. La justice doit être faite. Il sera exécuté pour son crime, effacé des chroniques. Ah, et un détail de plus. Il y a une potion. Un petit truc nommé silenceur. Une fois que Gérald l'aura bu, sa voix sera scellée. Plus de sortilèges, plus de témoignages, plus de confessions désespérées à la dernière minute. Il ira à l'échafaud muet, pendant que Timothy pleurera en public dans le rôle du héritier effondré forcé d'exécuter son propre frère. Le scénario s'écrit tout seul. Gérald se débat, écumant de fureur. Il jure qu'il révélera la vérité, que les gens sauront ce qu'a vraiment fait Timothy. Timothy penche seulement la tête. Comment, demande-t-il calmement. Comment tu vas révéler quoi que ce soit, si tu ne peux plus prononcer un seul mot? Les soldats traînent Gérald dehors. Son esprit repart en arrière, il se revoit enfant, jouant avec ses frères et sœurs dans le jardin, un prince qui croyait que le pouvoir se résumait à qui s'assoit ou à table. Ce jardin-là n'existe plus. Voici le vrai Greycastle. Quand Gérald a disparu dans le couloir, l'astrologue s'avance et s'incline profondément, en appelant Timothy Votre Majesté. La couronne, dans les faits, vient de changer de tête. Timothy le reconnaît, puis montre aussitôt quel genre de roi il compte devenir. Il sort une pilule sombre, inquiétante, le genre de choses que personne ne veut voir sur un plateau apéro et ordonne à l'astrologue de l'avaler. Une assurance. Si le vieux a peur d'être trahi un jour, cette pilule s'assurera qu'il ne vive jamais assez longtemps pour poser un problème. L'astrologue contemple la pilule, comprend qu'il n'a pas le choix, et l'accepte comme un homme qui vient de signer un prêt hypothécaire sur son âme. Timothy se tourne vers le lit où repose son père. Pendant un instant, derrière les calculs et le sang-froid, la colère déforme ses traits. Pas contre ses frères et sœurs. Contre quelqu'un d'autre. Flashback. Timothy, debout dans cette même chambre quelques jours plus tôt, en train d'annoncer que Gérald marche déjà sur la capitale, prêt à renverser le décret, et demandant au roi ce qu'il compte faire. Le roi de Greycastle avait ri. Pas d'un rire tendre. Ni fier. Il avait ri comme un homme qui venait de trouver une dernière façon de voir ses enfants saigner pour son divertissement. Puis, sans prévenir, le roi a pris une dague. Et il s'est poignardé lui-même. Sous les yeux de son fils. Pas d'assassin. Pas de poison. Il s'est retiré du jeu de ses propres mains. Timothy était resté là.
couvert du sang de son père, comprenant que quelqu'un, quelque part, avait poussé les choses jusqu'à ce point. Que le décret, la rivalité, les lectures d'étoiles, tout avait été tordu pour en arriver à cette blague grotesque finale. De retour dans le présent, il serre la mâchoire. Il est furieux. Pas seulement contre Gérald. Ni même seulement contre leur sœur. Il est furieux contre celui ou ceux qui ont remué le couteau dans la plaie, transformant leur succession en échiquier trempé de sang. Et il se jure, en silence, il les trouvera. Et quand il les trouvera, ils découvriront exactement quel genre de roi ils ont contribué à fabriquer. Pendant que Border Town dort sous la neige, en se préparant aux démons, aux machines à vapeur et aux révolutions sociales, le cœur de Grey Castle est déjà tombé dans quelque chose de bien pire que des monstres. Il est tombé dans la politique. Et c'est là, chers spectateurs, qu'on s'arrête pour aujourd'hui. La prochaine fois sur Plotoria, est-ce que le plan de Roland pour transformer les sorcières en anges miraculeux va fonctionner avant que le mois des démons ne passe en mode cauchemar complet? Le petit cœur tendre de Nana survivra-t-il au rôle de médecin de guerre d'une armée en pleine industrialisation? Nightingale va-t-elle ramener ses sœurs à Border Town et inscrire officiellement Roland au mode Église contre tout le monde? Et, loin dans la capitale, la toute nouvelle couronne de Timothy restera-t-elle bien en place, ou bien son rush sur l'événement Succession va-t-il déclencher quelque chose de bien pire? On le découvrira au prochain épisode à condition que les démons, les nobles ou l'Église ne retournent pas la table avant.